Alors, peut-être qu'il faut parler un petit peu d'Israël quand même. Justement, vous disiez, c'est un refuge. La personne que j'ai interrogée d'Academ me disait, est-ce que notre refuge, l'idée du refuge, est-ce qu'elle n'est pas brisée par l'affaire du Hamas et les actes du Hamas qui ont quand même traumatisé totalement Israël et qui ont montré en fait sa fragilité aussi. La façon dont beaucoup de pays se retournent aujourd'hui, parce que la guerre, évidemment, c'est toujours traumatisant et c'est horrible et c'est une non-solution. Je veux dire, moi j'allume ma télévision le matin, j'ai juste le ventre noué quand je vois ce qui se passe à Gaza et n'importe quel être humain pense la même chose, sauf que j'ai pas d'autre solution et je connais là tout de suite maintenant. Oui, bien sûr, le processus de paix, oui, bien sûr, il y a des tonnes d'actions à mener, mais là, tout de suite maintenant, pour rendre les otages, pour libérer et les Palestiniens et les Israéliens du Hamas, il n'y a pas énormément de solutions. Et je ne suis pas diplomate, moi jamais je ne m'engagerai en politique, parce que je suis incapable, moi, de prendre des décisions telles que mener une guerre ou ce genre de choses. Voilà, donc je ne me permets pas, si vous voulez, de juger. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup d'Israéliens, de voir à quel point l'opinion change, se retourne, c'est une preuve supplémentaire de la solitude. De l'isolement, oui. Et de l'isolement. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'entends, moi, j'ai quand même un petit frère qui vit là-bas, j'ai les enfants de mon compagnon qui vivent là-bas, qui sont rappelés sur le front, j'ai des cousins au front, donc c'est une vraie douleur ce qui se passe en ce moment. Et la question c'est, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il y a 240 femmes, enfants, aujourd'hui prisonniers. Il y a une organisation terroriste qui a annoncé dans son manifeste de façon claire et précise que ce qu'il voulait, c'était l'éradication des Juifs, bien sûr, et non pas d'Israël, et des Juifs. Que si on regarde tout simplement sur Wikipédia, on tape chronologie du terrorisme en Israël, on arrive à une liste non exhaustive de 500 attentats perpétrés contre des civils. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Moi, à titre personnel, je suis plutôt de gauche, je suis plutôt quelqu'un de pacifiste, mais évidemment que de moi-même, je n'aurais pas forcément voté pour le gouvernement en place. Je ne vote pas en Israël. C'est plus la question aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus la question, et surtout, comment en est-on arrivé là ? Il y a eu beaucoup plus de gouvernements de gauche, il y a eu 50 ans de gauche en Israël. Qui a tenté d'apporter un processus. On Netanyahou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir favorisé les implantations, la colonisation. Enfin bon, il y a des tas de reproches qu'on peut lui faire. Bien sûr. Il est un peu responsable de cette situation aujourd'hui. Il est responsable de ne pas avoir mené comme il aurait dû le processus de paix. Mais il était face aussi à une population excédée des attentats et excédée de ce sentiment de solitude. Il faut se rendre compte que Israël et les attentats, c'était comme si on avait eu un Bataclan chaque semaine pendant 10 ans. Ça, on ne se rend pas compte ici. Mais on ne se rend pas compte, en fait, à quel point toutes les familles israéliennes ont été touchées par un attentat. C'est petit, Israël, il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, c'est un tout petit pays, c'est un tout petit pays qui s'est fait attaquer par du terrorisme, et le terrorisme, ça a quand même cet aspect très spécial qui est un ennemi lâche qu'on ne peut pas identifier, où tout le monde, en fait, ça exacerbe la paranoïa, puisque comme c'est un ennemi sans visage, tout le monde et tout peut être une menace. Donc c'est très difficile de grandir dans la confiance et dans l'espoir de la paix lorsqu'il y a cette menace continuelle qui a fait des carnages. Et puis on oublie aussi qu'il y a des roquettes qui sont tirées tous les jours sur Israël depuis des années et des années et des années. Enfin, évidemment que c'est une guerre asymétrique. Évidemment qu'il y a des civils palestiniens touchés et que c'est dramatique tout de suite et c'est dramatique pour les années à venir. Et qu'aucun enfant, qui ne sait d'ailleurs même pas pour les enfants en bas âge de quelle religion il est, ne mérite ça. Aucun. Mais le premier responsable dans cette histoire, c'est le Hamas. C'est le Hamas qui cherche à soumettre les femmes, qui continue de supprimer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur façon d'interpréter leur religion. Et aujourd'hui, par exemple, la route pour permettre aux Gazaouis du nord d'aller vers le sud, elle est ouverte tous les jours de 10h à 14h, protégée par l'armée israélienne.
Alors, il y a évidemment des Gazaouis qui ne veulent pas quitter leur maison, et on le comprend. Hein. Chez nous, quand il y a des inondations, il y a des gens, on a beau leur dire vous allez être inondés, ils préfèrent rester chez eux. Je le comprends. En revanche, il y en a qui le souhaitent et qui sont menacés de mort aussi par le Hamas, parce que c'est une organisation totalement cynique qui se réjouit de retourner l'opinion. Quel était D'ailleurs, on ne comprend pas trop leur objectif. Quand ils ont fait ce massacre le 7 octobre, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Provoquer Israël? Provoquer quoi? C'est une déclaration de guerre. Oui, c'est ça. Non, mais ils imaginaient bien qu'on allait, comment Israël allait réagir. Évidemment. C'était évident. Mais évidemment. C'est pour ça que c'est un piège que le Hamas a tendu aux Israéliens et aux Gazaouis et aux Palestiniens. Et c'est pour ça que je trouve extrêmement injuste, finalement, de ne pas le mentionner. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on est face à une doctrine radicale, à la politisation d'une religion qui cherche à éradiquer tout ce qui n'est pas comme elle. Parce que là, maintenant, on oppose des souffrances. On décrit la souffrance des Israéliens qui ont été tués, des femmes et des enfants massacrés. Maintenant, on nous présente à la télévision les souffrances des Gazaouis qui prennent des bombes sur la tête, des rues. Il y a évidemment des enjeux politiciens derrière qui, personnellement, moi, ça me fait vomir. En gros, là c'est bon, on a rassuré les Juifs, alors maintenant il faut qu'on aille rassurer les musulmans, déjà comme si on était opposés de base. C'est ça, qu'on fait un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, mais personnellement, moi je n'ai aucun problème avec les musulmans. C'est ridicule de présenter les choses comme ça. J'ai un problème avec l'islam radical, mais comme n'importe quel occidental en fait, puisque l'Occident est menacé dans sa façon d'entrevoir la civilisation. Donc, ce n'est pas plus les Juifs que les autres. Et c'est ça que je trouve totalement irresponsable, en fait, dans la façon dont on présente les choses. Ouais. Vous disiez quelque chose qui était intéressant dans l'émission, c'était entre faire la guerre et ce qu'a fait le Hamas, vous avez introduit cette idée de jouissance. Tout à fait. En fait, le problème du terrorisme, et ça aussi, c'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est que, déjà, c'est une rupture de la confiance. Voilà, ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est qu'il y a des processus de paix, il y a des cessez-le-feu, et puis bam, un attentat, on se dit mais on fait quoi alors? À qui on fait confiance? À qui on s'adresse? Mais surtout, ce qu'il y a d'extrêmement pervers, et ça on a pu l'observer au Bataclan ou ailleurs, c'est que lorsque les terroristes qui se revendiquent de l'islam radical accomplissent la mission qu'ils s'auto-attribuent, il y a une forme de jouissance. Et d'ailleurs, ils se filment. Ils le montrent, oui. Ils le montrent. Ils sont extrêmement fiers. Et là, on parle d'Israël, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo affreuse des frères Kouachi lorsqu'ils étaient sortis de Charlie Hebdo. On a tué Charlie Hebdo. Et ils étaient contents, et ils se filmaient, et ils diffusaient ça sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ont la fierté de quelqu'un qui accomplit sa mission. Mais là, on va vous dire, d'accord, mais ce n'est pas la même chose, parce que là, il y a la résistance palestinienne. C'est une forme de résistance contre une oppression. Moi, je ne mettrai jamais... Alors, dans ce cas... Vous récusez ça? Totalement, parce que du coup... C'est pas de la résistance palestinienne, ce que font les... Mais vous savez, ce qui s'est passé en France, on peut dire que c'est le résultat de la colonisation en Algérie, par exemple. Oui. Non, mais du coup, c'est de la résistance aussi, alors. Oui. C'est exactement pareil pour moi. Si on se met à justifier l'horreur humaine par la géopolitique, on ne comprend rien. Parce qu'en fait, à un moment donné, l'être humain, il a un cœur et un cerveau. Je veux bien, hein, moi mon père il a été chassé de Tunisie, c'est un exilé, ma mère sa famille a été chassée de Russie et de Pologne, on est des exilés, on ne retrouvera jamais nos biens, jamais nos maisons, ben, vous savez ça ne me donne pas l'envie d'aller décapiter des bébés et éventrer des femmes enceintes. On est bien d'accord. Non mais je trouve ça extrêmement dangereux en fait de faire ces raccourcis, c'est-à-dire que de couper la tête d'un bébé ça prend quand même plusieurs minutes avec un couteau. Il faut être sacrément atteint. Oui, c'est effrayant. Ouais. Et en jouir, et le filmer, et le diffuser. Enfin, je ne vois pas comment on peut raccrocher ça à une forme de résistance. Je ne vois pas comment on peut raccrocher ça à une justification géopolitique. Non, mais ils vous disent, l'argumentaire des Palestiniens, c'est de dire, voilà, on est dans une espèce de nasse, dans une prison à ciel ouvert, il y a une tension considérable jour après jour, donc ça a explosé de cette manière-là. C'est cette forme de résistance, mais je ne vous dis pas que j'approuve ça, mais c'est l'argument qu'on entend. Savoir qu'on a été tellement tendu, tellement violent, l'oppression qu'on ressent, que ça a explosé de manière délirante. Oui, alors l'oppression qu'on ressent, encore une fois, je trouve ça très petit de mettre uniquement Israël au cœur de tout ça, puisque le blocus de Gaza a été quand même initié par l'Égypte. Oui, c'est ça, au sud. Ouais. Je veux dire, il y a deux sorties. Hein. Il n'a pas été créé comme ça. Il est arrivé après des années de terrorisme,
où à un moment on s'est dit ok, donc là il y a des tunnels qui sont construits partout, qui sont remplis de roquettes, qui sont des bombes à retardement et qui menacent au quotidien les populations israéliennes. L'article 2 des droits de l'homme, c'est quand même de garantir aux citoyens la sécurité. Donc moi encore une fois, je n'approuve pas la création d'un mur. Je veux dire, quand on érige un mur, on s'enferme soi-même. C'est clair. Sauf qu'à un moment donné, c'était des centaines de morts toutes les semaines en Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux bien, philosophiquement, c'est sûr que c'est un échec. Moi, j'ai vu ce mur de près, je le plusieurs fois en Israël, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est terrible des deux côtés en réalité. Bien sûr, tout le monde est enfermé. Tout le monde est enfermé avec un mur. Sauf qu'on était à un niveau d'épuisement aussi du côté israélien, il faut le voir. Je veux dire, dépeindre Israël comme une grande puissance où tout le monde est fort, c'est pas vrai. Et ça, c'est invraisemblable d'ailleurs, ce tout petit pays qui est accusé d'être au fond, d'être celui par qui tout le malheur arrive. Enfin, non, mais c'est totalement... Mais c'est pour cela qu'en fait, je ne peux pas m'empêcher, moi, de me dire qu'il y a un fond d'antisémitisme dans les critiques que l'on dit antisionistes. C'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible autrement. Vous dites un lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme, vous croyez qu'il y a beaucoup totalement, moi, totalement. Les choses sont totalement liées. Mais déjà, être antisioniste, c'est totalement anachronique, puisque le sionisme, c'est le retour à Sion. Donc, à partir du moment où la reconnaissance de l'État d'Israël est officielle, ça n'existe plus. Donc, se dire... Vous parlez de l'Akbar, la grande catastrophe, etc., ils sont toujours là. Ah ben, ils sont totalement contre la reconnaissance de l'État d'Israël. On est bien d'accord. Ce qui est un problème. Parce que, et c'est là qu'il y a toute la nuance, finalement, s'ancrer dans un narratif palestinien tel qu'on l'a montré aujourd'hui, avec des gens qui rejettent la création d'Israël, ça ne fait pas avancer les choses. Et c'est bien pour ça qu'on ne fait pas avancer les choses collectivement. Il faut montrer d'autres voix palestiniennes qui, aujourd'hui, partagent cette volonté de deux États, qui aujourd'hui veulent changer de narratif. Il y a des auteurs, il y a des intellectuels, il y a des Palestiniens pacifistes. Sauf que ces voix-là, nous, en Occident, on ne les montre pas. Donc on est responsable d'entretenir ce narratif. On est responsable d'entretenir ce narratif victimaire, qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils sont. Une identité, ce n'est pas du rejet. Une identité qu'il faut apprendre à connaître, ça passe par de la culture, ça passe par des recettes de cuisine, ça passe par des auteurs, ça passe par des philosophes, ça passe par des figures. Et aujourd'hui, mais c'est ça qu'on devrait montrer du monde palestinien. C'est montrer ce que c'est l'identité palestinienne. Pas la construire dans l'idée que c'est un peuple déchu, non reconnu. Enfin, on peut l'appliquer à beaucoup de peuples dans le monde. C'est pas ça une identité, et c'est pas avec ça qu'on va faire la paix.